L'action commence quand on ralentit. Un podcast présenté par Sébastien Morel. Bonjour à tous et bienvenue dans Récup Active. Aujourd'hui un épisode un peu spécial, on va parler de handisport avec deux invités incroyables. Donc Julien Segretin, grand passionné de sport et fondateur de Koa, une agence d'aventuriers sportifs solitaires, on en reparlera un petit peu plus tard. Et du coup Thibaut Dupré, crossfitter de haut niveau, désormais athlète d'aviron paralympique, avec un objectif clair, du coup les Jeux Olympiques, on l'espère. Merci les gars déjà d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast. Merci à toi. Content d'être ici. Ouais, content. C'est parti. Du coup, on va commencer par une petite présentation pour nos auditeurs qui vous connaîtraient pas. Comment vous vous présenteriez rapidement en quelques minutes? Vas-y. Ouais, tu veux que j'attaque? Allez, attaque. Thibaut. Moi je suis donc athlète de CrossFit à la base. Et après, suite à un grave accident en fait de travail donc en 2021. Et donc suite à ça, j'ai voulu me reconstruire et donc du coup je me suis lancé à fond dans le sport. Et donc c'est comme ça que j'ai attaqué dans le CrossFit pour ma reconstruction, déjà physique déjà dans un premier temps et puis aussi mentale. Donc j'ai fait 4 années de CrossFit à fond jusqu'à aller au championnat du monde donc l'année dernière. Et puis maintenant, depuis 1 an tout pile, j'ai attaqué dans l'aviron suite à une détection et donc là un gros projet qui est en train de se mettre en place. Le gros projet. Exactement. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement comment s'est fait cette transition? Ouais. Pourquoi t'es passé du CrossFit vers l'aviron? C'est quoi cette fameuse détection? En fait, il y a 2 ans en arrière, il y avait un événement qui a été fait qui s'appelle la Relève, qui est à Paris, et où du coup, ils font des détections sur tout type de sport. Où du coup, comme quand tu es au foot, tu as des mecs qui ont des plaquettes et puis qui regardent tout ce que tu vas faire sur de la vitesse en course à pied, sur du lancer de ballon, sur plein de choses. Ok. Et à la fin de la journée, ils disent, toi, on te veut dans mon équipe, quoi. Et donc, suite à ça, ils m'ont dit, par rapport à ce que j'avais fait auparavant, avant mon accident, je faisais pas mal de courses à pied, pas mal de montagne, beaucoup de sports d'endurance. Et par rapport au CrossFit, où on faisait beaucoup de sports de force, ils se sont dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir aller tester l'aviron? Et en plus, on a quand même un club ici avec le lac qui est quand même hyper stylé. Et donc, du coup j'ai dit, pourquoi pas, ça me chauffe, surtout que dans le CrossFit, ça se passait bien, mais il y a quand même des grosses problématiques qui sont financières. Donc, je m'étais dit, rentrer dans une fédération, être accompagné par une fédé, ça va être une décharge pour moi par rapport à ça. Et puis, en plus de ça, un gros projet sur les 4 prochaines années, qui est de pouvoir aller faire les Jeux Olympiques, déjà d'intégrer le crew de l'équipe de France, mais en plus de pouvoir aller faire les Jeux. Je me suis dit, ça part. Donc, du coup, ça va faire 1 an, dans 1 mois que j'ai attaqué l'aviron. Okay. Ça se passe plutôt bien du coup? Ouais, ça se passe bien. C'est un nouveau sport, on apprend de nouvelles choses, donc on revient un peu en bas de l'échelle, mais je kiffe. C'est bien, je suis chaud. Pas mal de progression du coup. Exactement, tout à fait. Et du coup, Julien? Et donc moi, Julien, et donc ça fait 4 ans que j'ai fondé une agence d'aventuriers sportifs. Et en fait, pourquoi j'ai créé cette agence? Il y a 4 ans, en hommage à ma mamie, j'ai fait Chambéry-Marseille en courant. Okay. Et j'ai fait cette aventure sportive vraiment en hommage à elle qui venait de décéder. Et puis je me suis dit, l'aventure sportive, il y a un truc que j'aime bien. Initialement, j'étais pas tellement sportif, mais j'aime le sport, j'aime l'aventure. Il y a peut-être un truc à imaginer. Et j'ai eu les premières idées de me dire, peut-être monter une agence qui accompagne des projets d'aventure sportive, ça peut être quelque chose de sympa. Je me suis laissé le temps, j'ai bossé dans une agence événementielle en tant que salarié. Okay. Et maintenant, ça fait 4 ans que j'ai monté une agence qui accompagne des projets d'aventure sportifs solidaires, où avec l'agence, on va gérer tout ce qui va être annexe au sport. La communication, la recherche de sponsors, la logistique, la médiatisation. Le sportif ou la sportive va se concentrer sur son sport. Okay. Et nous, on va être une épaule, ou 2 ou 3, entre guillemets, pour soutenir ce projet. Que des sports, que des projets avec un aspect solidaire. Et 80% des projets qu'on accompagne, c'est autour du handisport, autour du handicap. Parce que c'est un sujet pour moi où je suis assez proche. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont en situation de handicap autour de moi. Et forcément, avec le réseau, c'est comme ça que je me suis plus orienté sur le handisport plutôt que sur d'autres sujets. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on intervient, comme il y a des projets sur l'environnement, des choses comme ça. Mais c'est quand même moins présent. Ok. Et du coup, donc vraiment, eux gèrent tout l'aspect sportif de leur événement. Et vous gérez tout ce qui est com à côté. Exactement. Nous, on fait le paquet cadeau qu'il y a autour. Okay. Et par contre, tout ce qui va être sport, coaching, accompagnement, nutrition, etc., ça, ils le gèrent. Okay. Et nous, on va gérer la partie, on va dire, événementielle, marketing, communication de ces projets. Et on fait à peu près entre 15 et 20 projets par an, à peu près, qu'on accompagne.
Et après le projet, on produit et on accompagne dans des conférences parce que Ok. ces aventuriers ou ces aventurières sportives, elles ont plein de belles choses à dire et on les produit dans des conférences pour des entreprises, dans des cinémas, voilà, pour plein de publics différents. Mais on essaie de partager ces beaux messages qui sont riches de sens et voilà. Ok. Et par exemple, du coup, c'était quoi le dernier projet que vous avez accompagné? Un projet là qui nous Ou a un bien projet marqué, marquant, ouais, c'était en juin dernier. Ouais. On a organisé une course de joëlette, donc ça n'existe pas forcément en format sportif. Donc Ouais. qu'est-ce que c'est la joëlette? C'est souvent la première question. La joëlette, c'est un système pour les personnes en handicap moteur qui sont en fauteuil. Ok. C'est une chaise à porteur, donc avec une chaise, une roue ou deux roues en dessous, deux bras devant, deux bras derrière, et vous avez des coureurs qui permettent à la personne en situation de handicap de participer à des marathons, à aller en montagne, etc. C'est un truc français qui a été développé sur Saint-Étienne, et maintenant, il y en a un peu partout dans le monde. Ok. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé la première course uniquement de joëlette, inspirée d'un format américain qui s'appelle les Backyard. Il fallait réaliser 6,7 km Ok. en moins d'1 heure. Si tu y arrives, tu repars sur cette même boucle, etc., etc., Ah, etc. jusqu'à ce que tu as... Jusqu'à que tout le monde ait abandonné. Alors nous, on l'avait bridé à 30 heures parce que on avait pas mal de bénévoles sur l'événement, etc. Donc il fallait quand même qu'on leur donne des horaires. Mais dans le principe de base de la course, c'est infini. Le record, il est à 120 heures, je crois, Ah ouais. de course non-stop, 700 km, c'est un truc de dingue. Bah ouais. Nous, on l'a bridé, voilà, un Sur peu plus 30 heures, du coup. sur 30 heures. Ok. Et on le refait cette année en grossissant encore un peu plus. On va aller sur Aix, l'esplanade du lac d'Aix-les-Bains, Ok. avec des joëlettes qui vont venir de toute l'Europe, Italie, Allemagne, Suisse. Donc voilà, c'est une première de faire vraiment un événement comme ça, typé joëlette, uniquement pour les joëlettes. Et voilà, donc c'est un truc assez c'est sympa incroyable. qu'on a C'est lancé trop cool, ouais. et qui en un an a grossi parce que, pour vous dire, l'anecdote qui est drôle, c'est que c'est un événement handisport. Ouais. Et on a été contacté par la police d'Aix-les-Bains qui voudrait qu'on autorise aussi les valides à participer Ok. à notre événement. Donc c'est un événement handisport qui permet à des valides de participer. C'est quand même un petit peu... Trop bien. Ouais, c'est quand même fou, quoi. Du coup, vous avez accepté la demande? Ouais, on a accepté la demande, donc on fait grossir le truc aussi, Ok. mais avec une partie valide aussi, Ok. sans rentrer dans des choses clivantes. C'est-à-dire que tout le monde part en même temps, tout le monde respecte les mêmes règles, que vous soyez en équipe de joëlette ou valide, c'est exactement pareil. Et voilà, on ne veut pas rentrer dans les personnes en situation de handicap d'un côté, les personnes en valide de l'autre. C'est même ligne de départ, même règles, et roule, quoi. Oui, donc du coup, dans la joëlette, tu mets un valide. Alors non, les valides le feront en course à pied. Ok. Et voilà. Et les personnes en situation de handicap moteur seront sur des joëlettes. Ok. Mais les personnes valides vont le faire en course à pied, comme ce format qui existe déjà un peu partout en France, aux États-Unis. Voilà, le feront en course à pied, voilà, classique, quoi. Voilà. Et puis on est parti du constat que les handicaps ne sont pas forcément moteurs. Ouais. Et il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent courir. Et donc ça permet aussi à des personnes qui sont en situation de handicap de se dire, en fait, moi, dans une joëlette, non, en fait, j'ai pas besoin d'être dans une joëlette. Donc ça permet aussi à ce type de public de participer à notre événement. Donc ça, c'est un truc sympa qu'on a fait en juin dernier et qu'on relance le 30 et 31 mai prochain. Et du coup, sur la première édition, vous aviez combien de personnes? Et là, vous en attendez combien? Alors, on a lancé le truc avec 11 joëlettes, donc c'était... Et il y a combien de personnes par joëlette? 5. En gros, Donc, vous 5 avez une personne sur la devant joëlette et 5 coureurs Ok. autour. Donc c'était une première édition test, entre guillemets, donc on a voulu lancer petit. Et l'année prochaine, on lance 50 joëlettes et Ok. 200 coureurs. Ok. Donc ça va faire un peu plus de monde parce que 5 joëlettes, 5 coureurs par joëlette, 50 joëlettes Ouais. max et 200 coureurs. Donc ça va C'est un faire... gros, big truc. on va passer un peu plus un seuil au-dessus, mais c'est ce qu'on souhaite. Et l'idée, c'est de faire grossir un peu la machine et permettre à plein de personnes de participer à des événements qui ont du sens, quoi. Du coup, en termes d'organisation, c'est quand même... C'est pas la même. Ouais, c'est pas le même type d'événement. Ouais, là, on se staffe un peu plus. On a tout un village. On a un village partenaire. On a une conférence aussi qu'on va faire la veille, un petit peu sympa. L'année dernière, on avait fait ça. On avait fait aussi une conférence la veille avec Philippe Croison, qui est un para-athlète assez connu, qui a traversé la Manche et qui a pas de bras et pas de jambes, qui est assez connu. Donc cette année, on fera pareil. On fera une conférence la veille, un événement avec plein de choses, des concerts, etc. Et puis cette course qui sera le fil rouge de ces 30 heures de course. Ouais, toujours 30 heures du coup. Ouais, on bride à 30 heures. En ouais, fait, ça, pour là-dessus, les on n'a pas... Voilà, on grossit, mais que par partie, parce que si on commence après à vouloir tout faire, on va se griller. Ouais. Et on veut y aller step by step, comme on dit. C'est quoi l'objectif final? C'est de... C'est déjà, on va voir ce que ça fait l'année prochaine, Ouais. et on verra comment on développe après pour la suite. Ok.
Il n'y a pas de ligne claire, Pour le moment, non, on a envie déjà de voir. On a cette ligne sur 2026 et après, sur les années d'après, on verra un peu comment on développe le truc. Mais déjà, Ok. on va faire cette édition qui va être beaucoup plus grosse que l'année précédente et on verra ce que ça donne par la suite. Ok, parfait. J'espère qu'on sera en VIP, hein, du coup. Ouais, c'est vrai, ça c'est. On attend les invitations. Vous serez invité. Il y a plutôt un terrain, c'est clippé, attention. Là, on a des preuves. J'avais oublié les caméras. Et non, là, on parle plus hors cam. Ok. Du coup, donc là, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Du coup, sport et handicap. Yes. J'aimerais bien commencer par une petite partie sur ce que le handicap change dans l'entraînement sportif. Du coup, surtout pour toi, Thibaut, qui a connu l'avant et l'après. Ouais. Du coup, si tu pouvais nous faire un petit point là-dessus, du coup, nous parler un peu de ce que tu faisais déjà avant l'accident et en quoi l'accident a changé ton rapport à la pratique, éventuellement sur tout ce qui est aspect mental, ce que ça a pu changer, développer chez toi, les défis auxquels tu as dû faire face. Voilà, partir sur un petit point là-dessus. Et Julien, si tu as des anecdotes, des Bien exemples de sportifs que tu as côtoyés, Bien sûr. avec grand plaisir. Bah du coup, moi pour ma part, donc suite à un accident donc il y a 4 ans en arrière. Avant, je faisais pas mal de ski de randonnée, pas mal de trail, pas mal de montagne. J'étais en préparation à la base pour être accompagnateur moyenne montagne. Donc j'étais quand même très souvent en fait en altitude. Et puis j'étais aussi pompier volontaire depuis plusieurs années, depuis l'âge de 16 ans. Donc ça faisait déjà plus de 12-13 ans déjà que j'étais pompier. Donc j'ai toujours eu en fait une activité physique, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours eu une âme de compétiteur. Donc j'ai toujours voulu pousser les limites. Et en fait, quand l'accident il est survenu, c'était plus qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais remonter la pente, qu'est-ce que je vais faire. Les 6 premiers mois où j'ai été hospitalisé, c'est sûr que c'était plus compliqué parce que du coup, je pouvais pas bouger. En centre de rééducation, finalement, les APA, les personnes qui t'accompagnent, les préparateurs physiques, ont vite été dépassés parce qu'en fait, moi, j'en demandais toujours plus. Et juste 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Et je dis, les gars, en fait, donnez-moi du matos dans ma chambre, laissez-moi partir courir. Enfin, j'étais à Grenoble, j'ai commandé mes premières godasses au bout de 4 mois et je me barrais en cachette derrière les grilles pour pouvoir aller monter dans la montagne près de Grenoble. Donc, tu vois, pour donner un peu l'ordre d'idée, mais parce qu'en fait, j'avais besoin de ça aussi, j'avais besoin de bouger. Tu restes toute la journée avec des kinés, des ergots, machin. Ouais, je dis, les gars, faut que je bouge. Et en fait, au bout de 6 mois, je suis revenu chez moi et en réalité, j'ai eu des contacts avec des amis avec qui je faisais du crossfit avant qui m'ont dit écoute Thib, il existe des sections adaptives, donc la section para ou handisport en fait du crossfit, et où du coup on a pu dans un premier temps faire des cours co, lancer un peu finalement les cours avec les gens, donc retrouver un peu de vie sociale et puis commencer à s'adapter sur certains mouvements. Alors dans un premier temps c'est quand même pas facile, même aujourd'hui, dans l'aviron, dans la discipline que je suis en train de découvrir, il y a énormément d'adaptations et beaucoup de choses qui sont encore difficiles à comprendre et à adapter. Et donc ça, c'est la plus grosse difficulté que je peux vraiment rencontrer. Quoi, par exemple ? T'as des exemples de... Là, tu vois l'état de mes mains, tu vas pas les voir sur la caméra, mais j'ai les mains qui sont toutes brûlées, toutes arrachées, j'ai plus de peau. Et en fait, tout simplement parce que comme j'ai ma main en fait qui reste tout le temps fléchie, et en fait, comme je rame qu'avec une seule rame et que c'est ma main extérieure en fait qui fait tourner ma rame, et l'autre en fait, comme j'ai pas beaucoup de sensibilité, et en fait, elle reste tout le temps accrochée dessus, fixe. Et donc la rame qui tourne à l'intérieur, ça fait des frottements et à force de répéter, et en fait j'ai la peau qui s'arrache et ça m'arrache l'intérieur des mains. Okay. Et donc ça, c'est des choses justement depuis quelques semaines où je me dis mais en fait il faut que je trouve une solution, il faut que j'aille voir un ergo et puis créer une orthèse, quelque chose qui va me permettre de pouvoir tenir ma rame, pouvoir avoir mon tirage, mais en même temps arrêter de m'arracher les mains parce qu'en fait c'est juste pas normal quoi. Ouais. Et alors ça, dans le crossfit pendant 4 ans, mais l'intérieur du bras, parce que c'est une peau greffée, elle est hyper fragile. Et donc, je mettais des sangles, je faisais des tractions en m'accrochant avec une autre sangle. Je m'arrachais ici, je faisais du soulevé terre avec une deuxième sangle, pareil, je m'arrachais l'intérieur. Et puis, en fait, là maintenant, le bras, il a quand même repris au niveau musculaire. Ouais. Mais en fait, pendant 4 ans au CrossFit, j'utilisais seulement mon bras gauche. Okay. Donc, c'était tout déséquilibré, il y avait plein de mouvements que j'arrivais pas à faire, où tu faisais tout sur un bras, et donc du coup, il y avait plein de choses qui étaient vraiment compliquées. Ouais, justement, t'as pas eu des blessures de sursollicitation du côté gauche, du coup ? Franchement, ça a été parce que mon coach, qui m'a suivi pendant mes 4 années, et d'ailleurs jusqu'où on était au CrossFit Games, on a vraiment été plutôt axé vraiment là-dessus. On a fait beaucoup de renfos sur tout ce qui était dorsal, abdominal, et vraiment beaucoup de renfos aussi avant. Et on n'a pas eu les charges des Games dès le départ. On a vraiment travaillé beaucoup au fur et à mesure, fait des compétitions déjà un peu locales ici. Après, on a bougé un peu pour être la première. Après, c'était au Luxembourg, à Rotterdam, après Barcelone, et puis après seulement on est parti après aux États-Unis.
Mais du coup, c'est vrai qu'au départ, il y avait énormément d'adaptations. Et puis en fonction des catégories et tout ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais c'est sûr que oui, là, les adaptations, c'est vite un casse-tête. Ouais. C'est compliqué de trouver les adaptations. C'est un coût financier. Et donc, ouais, je pense que de toute façon, ça va être mon quotidien maintenant. J'arrive toujours à trouver des adaptations. Et puis, parce que j'ai la volonté et que je veux avancer. Mais c'est sûr que parfois, tu te dis, ouais, c'est relou, quoi. Enfin, là, ça, c'est toutes les semaines que je m'arrache la période des mains. Donc, en fait, là, en plus, on va arriver dans la période hivernale. Donc, la période hivernale, il fait froid. J'ai pas de sensibilité, donc ma main, elle chauffe pas. Donc, du coup, là, je suis obligé de mettre un gant. Sauf que quand tu mets le gant sur ta rame, tu peux pas, ça glisse, t'arrives pas à tirer. C'est ce que j'allais dire, les gants, c'est mort sur les... Ça fonctionne pas, en fait. Donc, faut trouver, en fait, des solutions et rebondir. Et puis, peut-être que ce qu'on va trouver dans un premier temps va pas fonctionner. Donc, va falloir rebondir pour faire autre chose. Donc, c'est tout un système à remettre en place, à retravailler et qui est pas toujours simple, ça, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de process qui existe. En fait, c'est à toi de le trouver toi-même. Voilà, c'est... Dans le CrossFit, il y avait un revendeur de matos qui le faisait. Mais alors, pour vous donner un ordre d'idée, juste une simple sangle qui m'accrochait au niveau des pecs et puis qui faisait le tour de mon épaule et qui se raccrochait en fait sur la barre d'haltérophilie pour juste faire un soulevé de terre. Ouais. Juste le matos, donc c'est 2 sangles, ni plus ni rien. C'était $150 sans les frais de port. Donc en fait, avec les frais de port, déjà juste le matos des 3 sangles, déjà c'était quasiment 200 €. Okay. Donc en fait, quand tu viens de sortir de l'hosto, que tu veux te bouger, faire du sport et tout ça, et que déjà pour juste une chose, c'est 200 balles pour 3 sangles. Après, il te faut la corde à sauter, parce que on avait une corde à sauter à un bras. Au CrossFit, la corde à sauter, c'est pareil, c'était $70. Donc tu fais la commande, $70, machin. En fait, donc tout est comme ça. Donc à chaque fois, le handicap, c'est... Non, pas en tout cas pour ce genre de choses. Okay. Et puis quand tu parles même d'à côté, les gens aujourd'hui qui sont en équipe avec moi et qui sont en fauteuil, ce genre de trucs, mais les accompagnements et ce que tu peux avoir comme aide, c'est dérisoire. Nous, on le voit aussi. Vraiment rien du tout, du coup. Ouais, sur du matos, du handbike, du fauteuil d'athlétisme et tout, nous, on galère parce que quand tu prends un handbike, c'est 6 000 €, une joëlette, c'est 4 000 €, un fauteuil d'athlétisme. En fait, c'est des sommes qui sont super chères. Et il n'y a pas beaucoup de loueurs, il n'y a pas beaucoup de revendeurs. Et tout coûte très cher et c'est compliqué. Ouais. Tu as quelques comités handisport qui ont du matos, alors pas forcément du matos comme tu peux avoir là, mais sur du handbike et tout, nous on le voit et c'est vrai que c'est la galère parce que tu dis un bon vélo normal, quoi, genre valide, tu le payes pas 6 000 €, tu vois. Quand je dis un bon vélo, pas les vélos top carbone, etc. Et par contre, en matos handisport, t'en as 6 000 €. Une joëlette qui, comme je vous dis, c'est tout simple, c'est une chaise avec une roue en dessous, c'est 4 000 €. Et tu te dis, c'est tout comme ça. Déjà, le tarif est élevé. Je pensais vraiment qu'il y avait des sortes d'aides. Tellement. En fait, il faut se rendre compte aujourd'hui, moi il y a 4 ans, ça va faire 5 ans avant qui était valide, j'avais pas conscience de ça. Pendant des années, avec les pompiers, je partais en intervention et je ramassais des gens. Je veux dire, j'aidais les gens, je me suis retrouvé à l'inverse, finalement, à devoir être aidé. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, le système, quand tu es dans une situation de handicap, les accompagnements, ils sont dérisoires. Pour tout ce que tu fais dans ton quotidien, c'est vraiment incroyable. Et moi, j'ai dans mon malheur, dans mon accident, mon bras, il est présent, j'arrive à l'utiliser, j'arrive à trouver des adaptations. Mais moi, je connais des gens qui ont, pour l'aviron, tout simplement, qui ont une prothèse pour pouvoir aller ramer. Une prothèse, c'est hors de prix. Mais à côté, quand ils sortent du bateau, ils n'ont plus la prothèse, mais ils ont un fauteuil. Comme on disait, un fauteuil, c'est 6 000, 10 000. Ouais. Donc, le mec qui fait du basket fauteuil, il a un fauteuil de tous les jours, il a un fauteuil en basket, il a un fauteuil... Et basket fauteuil ou basket rugby fauteuil, ce genre de trucs. C'est des trucs différents. C'est des trucs différents et ça coûte, c'est hors de prix. Et tout ça, ils surfent un peu sur la vague. Et si t'as pas un accompagnement, si t'as pas un minimum d'argent qui rentre, en fait, tu peux rien faire. Tu peux pas finalement t'entraîner et trouver des adaptations par rapport à ton handicap. Ah ouais, t'as pas réussi à trouver de sponsors ou ce genre de choses vu que maintenant... Alors, je suis accompagné pour, sur mes bases d'entraînement, sur la salle dans laquelle je m'entraîne, sur la nutrition, sur la récupération, sur ce genre de choses. Mais j'ai pas d'accompagnement à proprement parler sur le financier. Aujourd'hui, je suis obligé de travailler, je suis obligé de payer en fait pour pouvoir aller m'entraîner, pour pouvoir aller me déplacer, pour faire tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai changé de discipline, parce que dans le CrossFit, en fait, mes 4 années où j'ai fait du CrossFit, c'était tous les ans, 2 fois par an, c'était cagnotte litchi. Okay. Donc en fait, tu vas quémander aux gens de l'argent pour pouvoir juste faire une compétition. Les gars, je suis qualifié pour aller faire les Barcelona, la plus grosse compétition européenne, donc à Barcelone, mais en fait, il me faut 3 000 €. En fait, aujourd'hui, quand à la fin du mois, tu as déjà du mal à mettre 50 balles sur ton compte,
bah en fait, tu dis comment je vais faire pour sortir 3 000 € juste pour faire une compétition sur 4 jours. Puis la cagnotte Litchi a des Ah ouais. limites parce que c'est toujours les mêmes personnes qui donnent. C'est Exactement, toujours ouais. la tata, le tonton, l'oncle. Non, mais c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est super ces cagnottes, mais bon, à un moment donné, c'est malheureux. Mais Et ouais, puis, c'est et puis en fait, c'est même dérangeant. Ouais, c'est que c'est moi, ça, c'est énorme. jusqu'au CrossFit Game, ou les CrossFit Games en tout, ça m'a quand même coûté 6 700 €. Ok. Avec Donc, le billet, déplacement, Alors oui, j'ai payé, j'ai tout payé sur place par rapport au logement. Ok. Donc en fait, il y avait mon coach, il y avait ma compagne, j'avais un deuxième coach qui était là aussi pour tout ce qui était récupération, massage. Et donc j'ai payé tout le logement et j'ai payé mon billet d'avion et le billet d'avion de mon coach. Et après sur place, on a partagé par rapport aux courses, par rapport aux activités, par rapport au genre de choses. Mais j'ai déboursé 6 700 €. Les 6 700 € de ma poche, j'ai peut-être sorti 2 000 €. Mais le reste, les 4 700 € qui restent, c'est des dons de ma famille, de mes grands-parents, des gens qui m'accompagnent aujourd'hui, qui étaient dans le CrossFit, dans la salle dans laquelle je suis, un peu des gens autour de moi. Mais ces gens-là, au bout d'un moment, quand ils te sortent 4 700 balles, tous les ans, je peux pas leur dire, les gars, j'ai besoin d'argent pour aller faire les championnats du monde de CrossFit. Et c'est pour faire quoi? C'est pour faire une compète. C'est parce que tu as envie de performer, parce que c'est aussi pour mon bien-être, mais tu te dis, je peux pas faire ça tous les ans. Donc moi, j'étais arrivé à un point aussi de ras-le-bol où je me suis dit, je peux pas me permettre chaque année de faire ça. Et du bon, coup, qu'est-ce qui change au niveau de l'aviron par rapport à tout ça? Il y a moins de financement? c'est une fédération. Ok. Donc obligatoirement, comme c'est une fédération, C'est eux qui il y a ont- l'État, il y a Ok. le ministère des Sports qui ramène un peu d'argent. C'est pas comme le foot ni le rugby, c'est clair, mais Ouais. en tout cas, ça permet quand même d'avoir un accompagnement. Ok. Donc quand on me demande de partir en stage, ben, on me demande d'arriver à telle heure, jusqu'à tel jour. Ben, en fait, je suis nourri, logé et blanchi pendant mes 4 jours, 5 jours de stage. Si je pars en compétition à l'étranger, ben, en fait, je m'entraîne toute l'année pour performer. Ben, si je dois partir, comme là, mi-septembre, ils sont partis faire les championnats du monde au Japon. Ok. Et ben, en fait, ils sont partis là-bas, tout est pris en charge. Ils sont partis pendant 2 semaines. Bah, pendant 2 semaines, tu as le logement qui est pris en charge, tu as les coachs qui te suivent, tu as tout l'accompagnement qui est pris en charge. Dans le Le vol CrossFit, aussi il n'y avait rien de tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Parce que le CrossFit dépend pas d'une fédération. Non, ça n'existe pas. Ouais, Ok. c'est- ouais. Je pensais que ça dépendait d'une autre fédé et que Non, c'était non, un non, des du sports. Ok. Donc, comme il n'y a pas de fédé, en fait, tu peux pas tourner sur des accompagnements, ce genre de choses. Donc, c'est l'entrepreneur de ta salle qui te connaît très bien, avec qui tu rigoles tous les jours. Et puis, il voit la cagnotte Litchi, bah, il me dit, ouais, bah, vas-y, Tib, t'inquiète, je vais te filer 500 balles, ça pourra te donner un coup de main. Donc, ouais, c'est cool, ça me fait plaisir. Mais en fait, c'est hyper gênant parce qu'en Ouais, fait, ce gars-là, Tu t'en redevable après. Ouais, c'est ça. il me demande rien en échange. Mais déjà, moi, j'ai pas du tout fait la place que j'avais espéré pour faire les championnats du monde. Je suis revenu avec la médaille en chocolat, j'ai fini 4e au niveau mondial. Et en fait, j'avais déjà C'est énorme. l'ambition au C'est retour. déjà énorme. C'est Ouais, mais bon, quand tu humble, mais bon, ouais, quand tu fais des qualifications pendant plusieurs mois et Ouais, que tu finis bien sûr. 2e au niveau mondial et que finalement, c'est ma faute, hein, mais Ouais. sur 2 événements, j'ai clairement chié dans la colle. Ouais. Et donc, du coup, je suis sorti complètement de la compétition. Donc, du coup, bah, je finis 4e. Je peux m'en prendre qu'à moi. Mais déjà, moi, psychologiquement, quand je suis parti dans cette compétition, je me suis dit, au retour, on va faire un banquet. Même s'il me reste même 500 balles, je m'en tape, les gars. Il faut que je les remercie pour ces 4 années où ils étaient là, où ils étaient présents. Et en fait, j'étais tellement frustré de ce qui s'est passé. Bah, il y en a 2-3 avec qui on a discuté, on a bu un coup, mais j'ai pas pu non plus me permettre, avec tout ce que j'ai dépensé sur place, Ouais, de pouvoir organiser juste une soirée de remerciements pour dire, bah les gars, merci, ça me fait plaisir. C'est dommage. Tu dis le ballon, il se dégonfle quoi à la fin. Ouais, T'as pas un exactement. truc qui Exactement. pourrait finir C'est ça. en feu d'artifice ou. Ouais, exactement. Mais bon. Donc, mais c'était surtout le gros sujet, effectivement, c'est par rapport aux finances. Ouais. Et je le vois encore aujourd'hui, dans le sujet, aujourd'hui même avec une fédération, dans l'aviron, c'est avec l'équipe de France et tout ça, mais aujourd'hui, les finances, on en entend parler très souvent dans les journaux, dans les médias, les budgets sont de plus en plus rabaissés. Et en fait, bah oui, si tu fais pas partie d'une équipe de foot à Paris ou je ne sais où tu as un accompagnement qui est juste grandiose, bah en fait, même je le vois avec mes dirigeants, hein, je leur lance pas la pierre parce qu'en fait, même eux, ils essayent tant bien que mal de gérer le budget et ils peuvent pas non plus dire, bah écoute, je prends 10 gars comme toi, même si aujourd'hui ils sont pas performants, je prends 10 mecs comme toi pour pouvoir rentrer dans l'équipe. Bah en fait, ils peuvent pas parce que les mecs ils sont déjà comme ça Ouais. et ils peuvent pas non plus donner à bouffer pour tout le monde, quoi. Ouais, du coup, tu as cette pression du résultat parce que c'est. Bah, t'as la pression du résultat et t'as la pression que t'as un petit loulou qui, tout simplement, moi je suis dans le côté où je viens d'arriver, je suis performant physiquement, mais je suis pas performant techniquement. Ok. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de pouvoir gagner en technique pour être efficace, alors que physiquement, je suis déjà prêt à pouvoir être performant.
Aujourd'hui, je m'entraîne avec les mêmes gars qui sont en équipe avec moi et on fait les mêmes choses, avec les mêmes capacités, les mêmes charges, tout pareil, alors que je viens d'arriver en équipe. Et du coup, je suis plus dans la phase de pouvoir remplacer quelqu'un qui est plutôt en train de sortir, qu'à l'inverse, ils peuvent très bien trouver un loulou qui vient d'arriver de je ne sais où, qui a fait de l'aviron depuis des années, et qui sera même peut-être moins fort physiquement que moi, mais qui techniquement sera meilleur. Ouais. Donc potentiellement, lui, quand il va arriver, le test, c'est quoi ? C'est sur l'eau. Hein. C'est pas tirer comme un âne sur le rameur. Hein, parce que finalement, n'importe quel loulou qui est un peu puissant, je veux dire, toi qui es relativement fort, je te fous sur un rameur, je te dis tirer comme un âne pendant 5 minutes. On se débrouille. Tu vas te démerder. Tirer. Pourquoi tu me mets sur le lac, c'est pas la même. Aujourd'hui, moi, je suis encore dans cette phase-là. Aujourd'hui, j'ai les bases, je sais comment ramer. Par contre, être efficace, ressentir les bonnes sensations sur l'eau, être efficace avec mes partenaires, c'est là où c'est le plus compliqué. Donc c'est sûr que oui, il y a quand même cet engagement qui, du coup, et cette pression qui finalement est d'autant plus complexe. Ouais, parce qu'on en parlait en off, mais tu passes d'un sport qui est un peu un sport de bourrin à un sport qui est plus technique, qu'on peut même assimiler à de l'art. Où il y a une rythmique, où ça doit être très calibré. Du coup, ça doit pas être facile non plus la transition entre les deux. Surtout qu'en plus, en équipe de France, moi je serais que sur un bateau à 4, et c'est un 4 mixte. Donc c'est 2 hommes et 2 femmes. Et donc et en plus on n'a qu'une rame. C'est un bateau où on n'a qu'une rame chacun. Donc du coup, il faut vraiment qu'il y ait un système d'équilibre et de poussée qui soient tous en même temps. Moi je le définis un peu comme une poésie, quoi. C'est que quand tout le monde quand tu regardes les vidéos un peu au ralenti et tout ça, il y avait des émissions qui sont sorties il n'y a pas très longtemps par rapport à ça, quand tu vois toutes les rames qui se lèvent en même temps et qui poussent en même temps. En vrai, quand tu es sur un bateau et que tout le monde est ensemble, il n'y a pas un pet de bruit. Le bateau, ça fait juste des... Et t'entends vraiment que ça. Et franchement, c'est beau. C'est jouissif. C'est vraiment trop... Mais quand les conditions sont là... Quand t'as un beau lac à Annecy, mais les conditions à Annecy, en général, elles sont pas miteuses, mais très souvent. Vous penserez à moi maintenant quand vous serez au bord du lac. L'hiver, on pensera un lac miroir, c'est très rare. C'est très rare. Donc, les moments où on arrive à les avoir, c'est en général très tôt le matin, quand il y a personne sur le lac, quand t'as pas les pédalos, quand t'as pas le libellule et tous ces bateaux qui se baladent à droite à gauche, en fait, oui, c'est la réalité, quoi. C'est comme ça aussi que ça se passe. C'est un bateau où on a besoin que ce soit stable et le plus calme possible. Donc c'est une grande difficulté aussi qu'on peut rencontrer aussi au club d'Annecy, parce qu'en réalité, on doit avoir des conditions qui soient optimales, quoi. Et en plus d'avoir les coéquipiers qui soient présents en même temps. Quoi. Donc ça, c'est beaucoup de variables. C'est ça. Ça fait beaucoup de curseurs qui sont hyper importants de pouvoir être alignés, clairement. Ouais, bien sûr. Parce que Julien, toi, tu as déjà été amené à encadrer, à accompagner des sportifs de haut niveau. Alors, pas de haut niveau, mais on a les mêmes problématiques, en fait. C'est que nous, on va accompagner des projets de sportifs en situation de handicap. Et ces problématiques de rechercher le matos, d'avoir des financements sur un événement, quand tu dois contracter une assurance pour assurer l'événement, que tu rentres dans la case handisport et que le truc te coûte 2 000 €, alors que si tu n'étais pas dans la case handisport, le truc, tu le divises par 4 ou par 5. C'est vrai que c'est ces problématiques de finances, de budget, etc. Parce que tu es dans une catégorie handisport. C'est vrai que c'est pas facile, quoi. Et on a le sujet, nous, qui arrive sur tous nos projets. Donc, nous, c'est notre rôle de trouver des solutions, etc. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et toutes les problématiques que tu as et que tu as pu citer, c'est vrai que nous, on les a aussi de l'autre côté, finalement, dans le côté accompagnement. Mais c'est sport aussi. C'est sport et voilà. Donc après, on essaie de s'entourer des bonnes personnes. On a plein de gens aussi qui peuvent aussi nous aider, nous donner des conseils, notamment par exemple moi, ma chérie est ergothérapeute. Elle va des fois nous donner des conseils pour comment adapter, etc. Et ça, c'est pas des choses valorisables entre guillemets. C'est du don, c'est de l'échange, etc. Donc ça nous aide beaucoup aussi de s'entourer de personnes qui ont des compétences pour pouvoir au lieu de payer par exemple la sangle à 150 €, peut-être que des fois on va trouver un pote bricoleur, quelqu'un, on a eu le cas sur un projet où un sportif qui a une maladie qui l'empêche d'avoir une stabilité quand il marche et il peut marcher mais il y a de grands risques, il peut tomber. C'est une variante de la maladie de Charcot, alors pas la maladie de Charcot où on en décède très rapidement, mais c'est une variante.
Et donc sur son projet, sa famille et des proches à lui ont fait un énorme trotteur. Donc vraiment comme vous voyez pour les bébés, vous savez quand ils apprennent à marcher, mais version adulte. Ça, si on avait dû l'acheter, ça aurait coûté une somme astronomique. Déjà, il aurait fallu le développer, etc. On a trouvé des gens autour de nous, des soudeurs, etc. Et on lui a fait un trotteur juste dingue, quoi. Il a pu faire son projet. C'était c'était un semi-Ironman. Donc voilà, donc fallait quand même enchaîner à la fin un semi-marathon. Quand tu as des difficultés à te déplacer et que tu peux tomber à n'importe quel moment, c'est compliqué. Donc ils ont développé ce système, ses proches, etc. Et le truc a très bien fonctionné. Mais voilà, parce qu'on a trouvé des petites solutions, des petites astuces pour réussir le projet, quoi. Ouais, donc c'est qu'il y a quand même moyen de réduire quand même pas mal les coûts. Il y a moyen, ouais, il y a des solutions. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça aussi que nous, on a lancé l'agence. C'est que si tu fais le truc basiquement, ou en allant chercher sur Internet et pas en trouvant des petites solutions, des petites astuces, le truc, il te revient à faire ton projet, t'en as pour 60 000 €. Qu'en trouvant des petites astuces, des petites solutions, en travaillant un petit peu le réseau, et nous, forcément, après 4 ans d'expérience, on s'entoure de pas mal de personnes qui ont des compétences, et on peut avoir des petites astuces qui permettent de faire baisser un peu la note, parce que sinon c'est trop compliqué, quoi. Voilà, comme je disais, les coûts de matériel en e-sport, c'est un truc de fou, quoi. Je savais pas que c'était à ce point-là, je savais que c'était quand même assez cher, mais à ce point-là et sans aide, c'est pas facile, mais bon, après quand on est ambitieux, qu'on a des beaux projets, comme tu peux avoir, on se démène et on trouve des solutions, quoi. Et c'est beau. Mais ce qui est dur, c'est que des fois, tu te dis que c'est pas le projet, ou c'est le projet en lui-même. T'as déjà tes entraînements à gérer, t'as déjà ta charge mentale. Il y a quand même plein de choses. Et en plus, tu te dis, parce que ce que t'as fait, c'est quand même énorme. Derrière, t'as ça en plus, t'as ta partie financière à gérer. Et tu te dis, c'est quand même assez dingue, c'est monstrueux, parce qu'un sportif comme toi, il devrait se concentrer uniquement sur sa discipline, et pas aller se dire faut que je fasse ma Kanochichi pour chercher mes 6 000 € pour payer mes compétitions. C'est malheureux, parce que derrière, le soir où tu devrais te reposer, te faire ta récup, etc., t'es sur ta Kanochichi, t'es à envoyer tes mails à tes sponsors, et en fait ça prend énormément de temps, quoi. Et justement, Thibaut, toi, comment tu gères un peu ça, parce que du coup t'as une charge mentale qui est quand même plus importante, et on sait pour performer, il faut récupérer. Comment tu arrives à gérer un peu tout ça? Pour le moment, je tire sur la corde. En fait, aujourd'hui, j'ai la même charge de travail que les mecs qui sont en équipe à 100%, qui sont tout simplement au pôle, ou qui s'entraînent comme les valides, qui s'entraînent 2 fois par jour. Moi, aujourd'hui, je m'entraîne aussi 2 fois par jour, mais j'ai mon métier à côté. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un boulot dans lequel je puisse adapter mes horaires et puis vraiment gérer tout ça. Donc ça, c'est quand même cool, et ils sont pas regardants avec ça, parce qu'ils savent que je peux m'entraîner très tôt le matin, continuer à aller travailler, pianoter à la maison, aller sur le terrain, bouger, et finalement aller me réentraîner une 2e fois. Donc en fait, ça, c'est quand même une grosse chance que j'ai. Mais combien de temps ça va durer ? Ça, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets de l'intensité dans tes entraînements, tu prends vite fait ta douche, hop, tu pars, tu tapes 2 heures de bagnole, jusqu'à quand ça va tenir ? Donc après, je pense que c'est une charge mentale, mais quand tu vois que certaines personnes déjà valides aujourd'hui sont obligées d'avoir aussi un métier à côté. On l'a vu, des reportages sur des mecs qui sont pions dans un collège, alors que le mec il est champion de France 10 fois et il a fait les Jeux Olympiques. Et en fait, le mec 2 semaines avant, il était pion dans un collège. Donc en fait, je me dis aujourd'hui qu'en tant qu'handi, je pense que en fait, ça a toujours été déjà plus galère en étant handi, donc avoir des financements, j'imagine même pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, être accompagné dans une fédé, c'est quand même un gros point. Après, ça va certainement prendre du temps, continuer à faire ses preuves, c'est une certitude. Mais combien de temps je vais réussir à tenir ce rythme-là et m'entraîner à bloc, ça, j'en sais rien. C'est sûr que ça va pas être éternel. Ça va pas être éternel. Puis même par rapport à mon employeur, parce qu'en vrai, ils sont cool et tout ça, parce qu'ils savent que je fais le taf et tout ça. Ils sont ouverts, quoi. S'ils me demandent de faire plus ce genre de trucs, je ne pourrais pas. Aujourd'hui, je suis déjà au taquet par rapport à mes entraînements, par rapport à mon boulot. J'arrive à tout jumeler, mais on ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir comme ça, quoi. Pas trop de souplesse dans le planning, là, il est chargé au taquet, quoi. Ouais, une journée type, si tu te lèves le matin à 7h, de 8h, même 7h30, jusqu'à 9h, 9h30, t'es à l'entraînement, 9h30, tu pars toute la journée, comme hier, j'étais en déplacement hier sur Valence, je suis parti le matin, je suis pas à Valence, je suis rentré de Valence à 16h, entraînement, tu rentres à la maison, t'as une vie aussi personnelle, on va pas se leurrer.
Donc en fait, tout ça, j'ai un environnement autour de moi qui me permet de faire ça, même au niveau professionnel, mais c'est parce que les gens, ils sont d'accord et qu'ils acceptent ça. Mais demain, tu me demandes d'aller travailler à l'usine ou tout simplement dans ma boîte, d'avoir des horaires de bureau, en fait, je pourrais pas avoir ce rythme. C'est impossible. Déjà aujourd'hui, j'ai pas mes heures de repos par rapport à mes entraînements. Mais alors si en plus demain, tu me donnes des horaires fixes où je suis dans un bureau, je pourrais jamais m'entraîner et avoir le même rythme qu'un mec qui est aujourd'hui à 100% en équipe, qui est dans un pôle ou ce genre de choses, quoi. Donc oui, je pense que ça c'est une grosse difficulté que en tant qu'athlète, je rencontre déjà, mais je pense que des gens qui ont déjà un plus gros niveau que moi ou même tout simplement qui sont valides sont déjà confrontés à ça. Donc, on va pas révolutionner le système. Hein. Ouais, non, ça c'est sûr. Compliqué. Hein. Mais il y a beaucoup de gens justement qui voient les beaux côtés du sport, le foot, le rugby, mais qui oublient qu'il y a beaucoup de sports professionnels où les athlètes ne gagnent pas décemment leur vie et qui sont obligés de combiner avec d'autres sources de revenus à côté, que ça devient vite très compliqué, surtout notamment aspect récupération, équilibre de vie perso, professionnel. Et c'est plein de problématiques qui sont quand même assez compliquées qu'on rencontre pas dans tous les sports. Il y a le foot, le rugby, le basket. Parce que le foot est médiatisé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui est médiatisé. Et puis quand tu vas à l'extérieur, tu te dis, le gars, il se met bien. Tiens, il a un reportage à la télé. Ouais, c'est ça. En plus, le gars, il part aux États-Unis, il fait ça. Tu te dis, mais en fait, le gars, il roule sur l'or, il est en Porsche Cayenne. Mais en fait, pas du tout, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression. Comme nous, ça nous arrivait d'accompagner des records du monde Guinness Book. Ouais. D'ailleurs, ils disent, putain, il est recordman Guinness Book. Putain, il doit gagner bien sa vie. Le record, ça doit lui apporter énormément d'argent, etc. Alors non, pas du tout, quoi. Ça te coûte de l'argent même pour faire un record du monde. Et c'est ça qui est fou, c'est quoi d'extérieur en fait, parce qu'on travaille forcément avec les médias, on travaille forcément dans une visibilité, t'es mis en avant, etc. quoi. Et en fait, si tu vois un peu et tu creuses un peu, les journées que tu te fais, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui seraient capables d'enchaîner ces 7h, 20h avec une intensité de sport, des déplacements, une charge mentale. T'as 3 vies en fait, t'as une vie de sportif, une vie de perso, une vie pro. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, la personne qui s'en rend le plus compte aujourd'hui, c'est ma compagne, qui le vit aujourd'hui au quotidien, mais qui fait aussi énormément de sport dès qu'elle comprend tout ça. Mais moi, tous mes proches, pas ma famille, mais mes copains au genre de trucs, les 3 quarts du temps, quand au départ, je leur expliquais un peu le projet, tout ce que je mettais en place. Les gars, ce soir, je suis désolé, je vais pas aller boire un coup avec vous, ou là, je peux pas, machin. Mais je lui dis, demain matin, toi, par contre, tu vas te lever, puis tu vas venir faire ta séance avec moi. Maintenant, ils viennent plus, parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Ouais. Parce qu'ils savent qu'en fait, même si le soir, si je vais boire un coup avec eux, ou que je vais manger une pizza, et puis que je leur dis, en fait, à 21h, les gars, faut que je me taille. Ouais, tu fais chier, machin. Ok, demain matin, tu vas venir avec moi à 7h et puis tu vas te mettre 1h30 de séance dans la gueule ou tu vas. Ok, on va voir comment tu vas réagir. Et du coup, bizarrement, ils réagissent différemment. Non, mais c'est ça. En général, ils se rendent vite compte que le rythme que tu as, l'intensité que tu mets et tout ça, en fait, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de la quantité de travail. À cause des médias. Ouais, à cause des médias, des sports et des sports en fait qu'on rencontre. Mais c'est nous aussi qui sommes un peu à l'origine de ça, parce que tu vois, on va communiquer, on va faire plein de choses, etc. On est ok avec les médias. C'est vrai. Finalement, ça nous apporte aussi énormément. Mais bon, derrière, forcément, le coup un peu à l'envers, quoi, c'est que ils remarquent pas les gens qu'il y a tout ce boulot. En fait, je pense que les réseaux, il y a deux sujets. Il y a le sujet où effectivement, tu peux montrer tout l'aspect sportif qui soit intensité et qui soit complexe, et à l'inverse tu peux montrer aussi les belles choses quand tu te lèves le matin, qu'il y a un beau lever de soleil, tu dis waouh c'est stylé, mais quand le mec tu lui montes après que tu finis complètement trempé et puis qu'en fait ils savent pas qu'effectivement tu t'es dépêché de prendre ta douche et puis t'as pris la route pour aller rentrer bosser quoi. Mais des fois c'est bien peut-être de montrer les backstage, tu vois, de montrer vraiment je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui le font et qu'on devrait plus le faire. La souffrance, et que c'est pas facile de montrer la souffrance, l'échec, parce que forcément je pense qu'il y a des moments où t'es aussi tu galères, tu te dis putain mais là j'ai pas envie de me lever ce matin, j'aimerais bien être rester au lit, faire la grasse mat, mais non en fait faut y aller, il pleut dehors, il fait aller sur le lac, bien sûr. Et ça c'est bien je pense de montrer le dur, pas que les belles photos. Mais ça prend du temps encore. Et puis c'est pas sexy, c'est pas ce que les gens vont consommer, c'est pas ce que les gens vont regarder en général. Après honnêtement moi je suis quand même quelqu'un déjà de base qui est nature peinture, donc ça me poserait pas de problème, mais sauf que vraiment le montrer et prendre du temps déjà de pouvoir être actif sur les réseaux. Tu sais aussi bien que moi, c'est compliqué. Ça prend du temps de pouvoir montrer ce que tu fais, quand, comment, juste faire une simple vidéo et montrer que tu finis complètement mort. C'est facile, mais faire un truc qui soit attractif et de montrer aux gens vraiment quel est ton quotidien, c'est encore un autre système.
c'est comme différent. Hein. Et là, on a déjà des journées bien remplies. Si en plus on rajoute ça. C'est clair. On dort plus. Pour toi, Non. c'est ça. Tu fais le montage dans la voiture en conduisant. Je pense pas que c'est ce ça. soit très, très sécurisé. Bon, si les gendarmes regardent, ne regardez pas nos réels parce qu'on les fait en conduisant. Non, c'est une blague. Je fais pas du tout ça. C'est faux. Hein. Ok, donc là, j'aurais aimé qu'on fasse un petit point maintenant sur l'encadrement du handisport, parce que du coup, moi, je suis préparateur physique et personal trainer. J'ai fait une licence STAPS, donc quand même 3 ans d'études, et on a très rarement abordé le thème du handicap, alors que forcément, il y a beaucoup de personnes handicapées en France qui font de l'activité physique. Est-ce que vous auriez tous les deux un conseil ou quelques conseils à donner à des personnes, du coup, des professionnels du sport qui seraient amenés à encadrer ce type de population, même si on le sait bien, ça va grandement varier en fonction du handicap duquel on parle. Vas-y. Ouais, tu l'as t'as un peu répondu déjà à un sujet, c'est que tous les handicaps sont différents et trouver le bon accompagnement en fonction de ton handicap, c'est pas forcément facile parce que tu peux avoir un coach, un préparateur, etc. qui est très spécialisé dans tel type de handicap, mais en fait pas du tout spécialisé dans les handicaps mentaux, par exemple. Et c'est un sujet aussi. Et finalement, il y a tellement de handicaps différents et que on n'est pas en tant que coach, il n'y a pas de bureau où tu te dis tiens, je suis en situation de handicap, vous pouvez me réorienter vers la personne qui va pouvoir m'accompagner, etc. Il manque un petit peu ce système-là finalement qu'on trouve pas trop. Nous, ce qu'on fait quand on accompagne des sportifs en situation de handicap, ça va nous prendre un peu de temps, mais on va essayer d'aller chercher d'autres sportifs qui pratiquent la même discipline, en leur disant tu pratiques la même discipline, tu vas pouvoir peut-être potentiellement lui donner des conseils sur le sport en lui-même. Par contre, sur la partie gestion du handicap et adaptation, ça c'est un peu compliqué, donc on essaie de trouver quand même des solutions, alors des ergothérapeutes, des kinés, etc., qui vont essayer d'adapter un peu le système, mais il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de numéro vert, tu dis voilà, j'ai telle pathologie et puis comment je fais pour tenter un Ironman ou pour tenter tel marathon. Il n'y a pas tellement de trucs, donc nous on essaie de trouver pareil des solutions, de trouver, de s'entourer de plein de personnes, mais il n'y a pas la réponse finale directe, faut s'entourer, de prendre des conseils, appeler, on va créer son réseau finalement, et petit à petit on arrive à trouver des solutions, mais c'est vrai que comme on disait, chaque handicap est différent et il n'y a pas de solution magique, ce qui est normal aussi, parce que voilà. Mais malheureusement, comme tu disais, c'est que peut-être que vous, dans les formations que vous faites, tu disais que vous étiez peut-être pas très très formé là-dessus. Alors vous devez aborder, je pense, un peu le sujet, mais vous étiez peut-être pas trop en superficie. Ouais. Et c'est dommage, parce que le sujet il est là, et même si il y a plein de handicaps différents, il y a quand même, je pense, une base de l'accompagnement qui pourrait être voilà. Et comme même dans le valide, dans les personnes que vous accompagnez, tout le monde est différent. Il y a une personne qui veut peut-être perdre du poids, une personne qui veut performer, etc. Finalement, c'est un peu pareil que dans les handicaps, c'est que chaque personne est différente, chaque personne a une pathologie ou pas, mais finalement dans le monde valide, entre guillemets, si on rentre un petit peu dans ces deux mondes, dans le monde valide c'est pareil aussi, Mireille qui a 80 ans qui veut retrouver un peu de mobilité, Jean-Paul qui est en surpoids qui veut perdre du poids, au final c'est des gens qui sont valides mais qui ont aussi des envies et des besoins différents. Et dans le handicap, c'est pareil, derrière, il me manque une main, forcément, j'ai pas forcément les mêmes besoins d'adaptation. J'ai un handicap mental, j'ai pas les mêmes besoins d'adaptation. Donc finalement, je pense qu'il y a un truc à faire, et je pense que avoir un peu plus de formation, d'accompagnement là-dedans, ce serait intéressant, parce que surtout qu'on a eu le gros boom là avec les Paralympiques de Paris. Je sais pas trop moi ce que ça donne sur l'héritage. Je pense pas que c'est ça top. J'ai brûlé une étape, désolé. Tu vois le néant ou pas? Ouais, voilà, on est d'accord, c'est pas fou. C'est un peu comme pour les valides, je trouve que c'est vite retombé. Le soufflet, il est vite retombé. Nous, on le voit aussi, c'est malheureux, mais il n'y a pas eu de... Entre la promesse et ce qui est réellement passé, c'est vrai que l'héritage des Jeux, il est pas fou. En tout cas, nous, pour le vivre dans le côté organisation d'événements et accompagnement sportif,
il n'y a pas eu le gros boom espéré, je pense, que nous, en tout cas, on espérait. Moi, en tant qu'athlète, et qui ai commencé avec un coach dans des systèmes collectifs et tout ça, je pense que ce qui est primordial en tant que coach aujourd'hui, c'est la communication. Ouais. C'est de pouvoir échanger. Ouais. Parce qu'en fait, en fonction de ta pathologie, qu'elle soit physique ou mentale, ou peu importe, la communication, de savoir déjà comment la personne elle est, déjà psychologiquement. Est-ce qu'elle accepte son handicap ? Est-ce qu'elle est d'accord de pouvoir juste se remettre en forme, de se réathlétiser, ou au contraire de performer ? Je pense que ça, c'est important de pouvoir échanger avec lui et de prendre un moment pour dire ok, toi, t'en es où ? Est-ce qu'on peut s'entraîner que tous les deux ? Ou est-ce que le fait d'être un peu collectif, ça va permettre de te faire avancer ? Comment tu vois les choses ? Quelles sont tes difficultés ? Qu'est-ce que tu peux rencontrer ? Parce qu'en réalité, moi, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, mais de comment je vais les amener et comment je vais faire, ça a été au départ des séances collectives avec tout le monde. C'était cool parce que ça me permettait de bouger avec des gens, de pouvoir retrouver une vie sociale. Mais il y avait beaucoup de choses où finalement, tu es un peu frustré parce qu'en fait, quand tu as une âme de compétiteur et puis que tu peux faire les mêmes mouvements, mais que possiblement, une pompe, tu peux pas la faire, tu peux pas faire d'hyper-répétition parce que finalement, tu fais qu'un bras. Donc, la première séance, tu vas dire « Si, je vais les faire. » Et puis, en fait, tu te rends bien compte que ça fait 10 minutes que tu es en train de faire 10 pompes, alors que les autres sont tous partis courir. Tu dis « Ouais, ok, il y a un problème. » Donc, je pense que c'est important de pouvoir, justement, dans un premier temps, déjà de communiquer, échanger, de savoir quelle est la problématique, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. Et la deuxième chose, je pense que c'est de s'inspirer aussi des autres. C'est que moi, j'aime beaucoup, comme on le fait aujourd'hui, de pouvoir échanger aussi sur les choses. Et en fait, je pense que par rapport aux réseaux sociaux, c'est un des gros points qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, on peut facilement communiquer avec des gens qui peuvent être en situation de handicap ou qui ont vécu ça, même des coachs, et de pouvoir dire ok, j'ai telle personne, telle pathologie, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, on m'a déjà contacté un éducateur qui me dit écoute, je travaille avec un jeune là qui a été brûlé et tout ça, et du coup, je trouve que ton histoire, comment t'as rebondi dans le sport et tout ça, ça pourrait être cool de pouvoir juste le rencontrer. J'ai dit, mais tu vois, moi, juste de pouvoir aller le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir communiquer. Peut-être que le mec, il va avoir les yeux comme ça, il va se dire, ouais, c'est trop cool. Et à l'inverse, on peut tout simplement, comme tes balades avec les Joëlettes, c'est pareil. Je veux dire, tu peux très bien, viens, on va en montagne. Et en fait, oui, j'ai eu un grave accident, mon bras, il est handicapé, c'est vrai, mais en fait, rien n'est impossible. C'est un peu ma phrase type, mais je veux dire, si tu as la volonté, que tu as envie, tu peux le faire. Et donc, je pense que le fait de t'inspirer aussi d'autres personnes autour de toi, peut-être pas parler que de la haute performance, parce que c'est sûr que si le gamin, tout de suite, tu le fous sur un hammer et que tu tires comme un âne et que le gamin, ça avance pas, il va peut-être se dire, en fait, il va être découragé. Mais trouver un juste milieu, de pouvoir faire ça, je pense que c'est quand même intéressant, parce qu'en fait, les pathologies sont tellement larges. Ouais. On le voit aujourd'hui aux Jeux Olympiques, quand tu vas regarder une ligne d'eau entre le mec qui va nager et puis celui qui est juste à côté. Tu te dis, mais attends, mais lui, ils n'ont pas du tout la même pathologie, alors qu'ils sont en train de nager dans le même bassin et qu'ils font la même compétition. Donc, si toi, en plus, tu te veux, en tant que coach, pouvoir être amené à travailler avec ça, je pense que ce serait beaucoup trop complexe. Par exemple, au CrossFit, il y a 15 catégories. Okay. Donc, imagine, par exemple, travailler sur 15 catégories, c'est trop compliqué. À l'aviron, il n'y en a que 3. Mais sauf que, en fait, c'est membre inférieur, celui qui utilise que avec le reste, les abdos, ou que les bras, et sinon, dans ma catégorie, c'est tout le monde. Donc moi, je suis avec un déficient visuel, je suis avec quelqu'un qui a une pathologie au niveau de la jambe, mais qui a ses 2 bras, ses 2 jambes, en fait, tu as énormément de monde. Donc en fait, tu vois, quand tu vas entraîner quelqu'un dans la même salle, tu as 6 personnes, et sur les 6 personnes, tu as 6 pathologies différentes. Tu vois, en tant que coach et tout ça, c'est cool parce que du coup on est tous différents, mais d'un côté ça peut être aussi complexe parce que tu mets ce que tu disais tout à l'heure, tu mets tous les gens il leur manque tous les 2 jambes, oui d'accord, ils ont la même pathologie, mais peut-être que physiquement il y en a un qui est puissant, l'autre qui l'est moins, l'autre il est plus endurant. Ça c'est aussi ton rôle en tant que coach de pouvoir dire ta pathologie comment elle est. Donc je pense que il faut réussir à trouver un standard. Exactement, en fait, on en revient toujours à la même chose. Échange, communication, adaptabilité et formation. Et je pense qu'il y a un truc aussi qui est important, et tu l'as aussi un peu dit, c'est ne pas sous-estimer. C'est-à-dire qu'une personne peut être en situation de handicap, et nous on le voit beaucoup dans les projets, c'est on va le mettre dans du coton, il est en situation de handicap, il faut le protéger, etc. Et en fait, pas du tout. Nous on a des sportifs
ouais, qui font des aventures sportives, mais je connais aucun valide autour de moi, un sportif qui fait 1500 km à travers la France en marche, tu dis, il n'y a pas beaucoup qui vont le faire. Et c'est vrai que ça, c'est génial parce que de se dire, il l'a fait et il prouve que c'est possible, même en situation de handicap. Comme tu disais, rien n'est impossible. Ça, c'est génial. Nous, on a un sportif qui a un record du monde homologué au Guinness Book. Quand on intervient en conférence, il est en fauteuil. Il est en conférence, il dit, ben voilà, moi, je suis en fauteuil et regardez, bah, rien d'impossible. J'ai un record du monde au Guinness Book. Pas pour montrer qu'il est au-dessus des autres, mais juste pour montrer que, en fait, tout est possible. Faut pas. Alors, faut faire attention, comme je vais dire, faut pas non plus prendre des risques inconscients. Ouais. Mais c'est-à-dire, faut pas sous-estimer une personne qui est en situation de handicap et avoir un peu de peine ou un peu de dire non, mais il est en situation de handicap, donc on va le protéger. Non, c'est peut-être une mauvaise idée qui traverse la Méditerranée en pédalo. Non, bah en fait, il peut le faire peut-être. C'est même pire. Ouais, justement, il faut échanger pour savoir comment il est. Et communiquer comme tu le disais, comme vous le disiez. Et ça, je trouve que c'est super important parce que la personne qui est en handisportif, elle va le vivre. Alors moi, c'est pas mon cas parce que je suis pas voilà, mais elle va le vivre pas forcément très très bien. Nous, on a eu le cas un jour sur une aventure que j'ai faite avec un sportif en situation de handicap. C'est vrai que il m'interrogeait le média en me disant donc toi en tant que en gros en tant qu'aidant, alors ça fait quoi d'avoir ce côté sportif, en gros tu physiquement c'est toi qui portes un peu plus le truc et l'autre sportif est là tu le soutiens et en fait je dis bah non, pas du tout, moi je suis pas du tout en rôle aidant etc. On est tous les deux sportifs, on est tous les deux dans le même bateau et on avance ensemble. Et ça, c'est important de pas se dire que, ok, je suis en situation de handicap, j'ai un aidant qui va m'aider et d'avoir vraiment ce rapport infériorité et supériorité. Ouais. Et c'est pas du tout le cas. Parce que c'est faux quand, en fait, tout le monde amène son truc, tout le monde a ses compétences. Et dans la différence, c'est ça qu'on est encore, c'est comme ça qu'on est plus fort, quoi. C'est d'avoir ces différences et de montrer que c'est pas parce que tu as une maladie, une sclérose en plaques, une main en moins que tu vas être moins fort, en fait. C'est juste que tu vas être différent, quoi. Au contraire. Et au contraire. Et au contraire, je pense que c'est même d'être trop coucouné ou d'être trop accompagné. Parfois, ça peut même plus te rabaisser. Ouais. Tu vois, c'est comme parfois, tu as des gens qui sont en fauteuil, qui sont sur le trottoir, ils n'arrivent pas à monter le trottoir, et vous avez besoin d'un coup de main. Non. En fait, c'est pas qu'il veut t'envoyer chier, c'est juste qu'en fait, en fait, je vais y arriver. En fait, j'ai pas besoin de toi. J'ai les capacités de le faire. Quand t'es pas là, je le fais. Je me débrouille de le faire. Donc parfois, c'est juste que à trop vouloir accompagner, à vouloir trop aider, parfois c'est pas. Ça fait effet inverse. Ouais. Alors que de considérer la personne comme quelqu'un de valide ou qui a les mêmes capacités, quelqu'un de lambda qui est dans la rue, bah parfois c'est même mieux, tu vois. C'est comme le regard des autres, quoi. C'est quand tu croises quelqu'un dans la rue, moi j'ai plus de facilité à que la personne elle vienne me voir puis me dire excusez-moi, je suis gêné, j'ai une question à vous poser. Je préfère échanger avec la personne et pouvoir discuter de ça que à l'inverse, que le mec il soit comme ça et puis qu'il regarde et puis qu'il ose pas t'en parler. Exactement, c'est plus malaisant. Et moi aujourd'hui ça se voit pas, enfin ou très peu, mais du coup je mets des manches longues ou un pull, on le voit pas. Mais le mec qui est en fauteuil, il t'a les gamins ou un grand puis qui le regarde tous les 4 matins comme ça, franchement c'est hyper gênant. Donc je pense que aujourd'hui dans le sport c'est aussi hyper important de pouvoir mettre les gens en avant comme quelqu'un de lambda, de l'accompagner avec ses difficultés, c'est vrai. Mais de le considérer comme quelqu'un normal. Quoi. Nous, on le voit, des fois, on intervient devant des publics très jeunes, genre école primaire, c'est assez rare, mais ça nous intéresse. Et en fait, ils n'ont aucun filtre, les enfants. Ouais. Et on a, tu vois, un sportif même qui est en situation de handicap, et il lui pose des questions, mais comment tu fais pour prendre des escaliers ? Et c'est des questions qui sont juste tellement nature. Voilà, il dit, je prends l'ascenseur, en fait. Basique, quoi. Mais c'est génial que, tu vois, d'autres personnes qui ont un peu plus d'âge, quand on intervient dans des entreprises, etc., des fois, elles vont pas oser. Elles vont se dire, ils vont mal le prendre, comment tu fais pour aller aux toilettes, etc. Ils vont jamais poser les questions parce qu'ils se disent comment il va le prendre. Et en fait, non, c'est bien d'être... en fait, il n'y a pas de gêne à avoir. Alors, pas tout le monde vit son handicap de la même manière. Exactement. Donc, faire attention à ça. Mais souvent, quand tu es sportif et que tu fais des projets comme ça, souvent, normalement, tu as accepté ton handicap et normalement, il n'y a pas dans le gêne avec ça. Voilà. Et du coup, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on revienne rapidement du coup sur la place du handisport en France, rapidement aussi sur l'impact des JO, comment vous l'avez vécu, quelles sont les retombées. Et Thibaut, toi du coup qui as fait les Games aux États-Unis, est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux amenées là-bas, des choses dont on pourrait s'inspirer, ou au contraire, est-ce que c'est pire qu'ici ? Qu'est-ce que vous pourriez suggérer pour améliorer un peu la place du handicap en France ? Rapidement aborder un peu ces thèmes. En fait...
Je pense que aux États-Unis, c'est mieux parce qu'ils ont plus de finances. Ok. Aujourd'hui, que ce soit valide ou handi, en Ouais. fait, ils font pas de différence. Donc en fait, que tu sois en université de basket, en fauteuil ou que tu sois chez les valides, pour eux, il n'y a pas de différence. Ils s'en tapent. Donc en réalité, c'est l'avantage que tu peux avoir. Après, les compétitions, en réalité, dans l'aviron, par exemple, dans les pays anglo-saxons, c'est un sport qui est quasiment national après le foot. Donc il y a beaucoup plus de finances, il y a beaucoup plus de budget. Donc les mecs, même en para, ils sont beaucoup mieux accompagnés que nous. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment des endroits qui soient mieux que d'autres. En France, malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, il y a déjà le budget qui est déjà hyper restreint. T'as énormément de sports, des gars qui performent en France, même dans l'athlétisme ou ce genre de choses, qui finalement n'ont pas les finances, qui sont obligés de bosser à côté de ça. Donc aujourd'hui, en fait, même en tant que para, je veux dire, on n'en parle même pas. Bah, dans l'aviron, c'est exactement ça. Le budget, aujourd'hui, que tu peux avoir pour des valides, ils sont peut-être 20 athlètes valides, alors que en fait, nous, chez les paras, on est peut-être moitié. Et puis le budget, on est quand même pas. On nous dit oui, vous êtes avec la Fédération française d'aviron, mais en réalité, on va pas se raconter des sornettes. On n'a quand même pas le budget que eux, parce que eux, quand ils partent en stage en Italie ou machin, un truc tous les mois, et qui partent et qui sont plus d'une vingtaine, nous, on part pas non plus à Chaille tous les 4 matins pour aller en stage. Donc on va pas nous raconter n'importe quoi. Donc je pense que aujourd'hui, tant que tout en haut, on nous donnera pas un peu plus de budget et qu'on nous accompagnera pas mieux, je pense pas que ça change vraiment beaucoup. Et aux États-Unis, c'est pas mieux. Je l'ai vu dans des compétitions de CrossFit ou même d'aviron. L'égalité entre les handicaps sont c'est quand même différent. En fonction de chaque sport, c'est différent. Là, c'est en plein boom par rapport à l'Irox. En fait, les catégories, il y en a, d'accord. Mais en fait, si tu as un bras ou que tu as un bras manquant, on va pas se leurrer, on n'est pas dans la même catégorie. Au CrossFit, par exemple, les 2 catégories, elles sont dissociées. En fait, à l'aviron, ça ne l'est pas. Donc, chaque sport est différent. Il y a tellement de pathologies, tellement de handicaps que si tu dissociais tout le monde, en fait, il n'y aurait personne. Et c'est ce qui se passe comme là, par exemple, à la natation. Le mec, il lui manque 2 jambes, il va peut-être être dans la même catégorie que le mec qui a amputé une jambe. On va pas se leurrer, le mec qui a une jambe et l'autre qui a amputé 2 jambes, il va pas quand même avoir la même vitesse, il va pas courir de la même manière. C'était le cas avec Théo Curin, je sais pas si t'avais suivi. C'est ça, bien sûr. Donc c'est exactement ça aussi. Je pense que il y a pas mieux ailleurs, il y a pas mieux, c'est juste que il y a des budgets sur certains sports. En Angleterre, l'aviron, c'est un sport qui est plus mis en avant, donc il y a plus de budget que chez nous. Donc du coup, ils ramènent plus de médailles que les Français. Et les Français, le foot, on est fort parce qu'il y a un gros budget au foot. Mais il y en a un peu moins aux États-Unis. Finalement, aux États-Unis, au football, ils sont pas forts. Ouais. Mais par contre, au baseball et au football américain, c'est des tueurs. Ou à la NBA. Donc c'est sûr. Par hasard, parce que oui. Mais donc voilà. Donc, On en revient toujours au nerf de la guerre. C'est pognon. Si demain, tu donnes à la Fédération française d'aviron, tu leur donnes, je sais pas, 1 million de plus, ils recruteront peut-être des athlètes supplémentaires, ils me donneront peut-être plus la chance de me dire, écoute, Tim, pendant 6 mois, on va te mettre à l'épreuve. Si dans 6 mois, tu rentres dans tel chrono et tu fais tel truc, vas-y, t'inquiète, on se débrouillera. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont déjà comme ça. Donc, en fait, ils vont pas à dire plus à Thibaut Dupré qu'aux mecs du coin là-bas qui finalement ont un niveau égal. Les gars, saignez-vous, puis on verra qui c'est le meilleur. C'est la réalité. Ouais. Moi, je trouve sur l'aspect, par contre, un peu positif qu'on peut avoir eu suite aux Paralympiques. Finalement, il y a eu quand même un gros coup de projecteur pendant cette période-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors certes, l'aspect argent public, ça n'a pas trop bougé. Finalement, on est un peu déçus de l'héritage des JO, les fédés, etc. C'est pas super. Par contre, nous, on travaille beaucoup avec des acteurs privés, des sponsors privés, des banques, des mutuelles, etc. Et même si elles étaient déjà sensibilisées forcément au handisport, les paras, ça a permis de mettre un gros coup de projecteur. Et nous, ça a été utile parce que derrière, tu proposes des projets handisport. Il y a cet aspect, une grosse mode maintenant qu'on parle de RSE, des budgets RSE d'entreprise. Donc finalement, nous, on arrive à se positionner un petit peu là-dessus et aller chercher des financements dans le privé. Mais par contre, dans le public, je te rejoins totalement. Ça a pas changé, quoi. Les subventions, etc. Si c'est autant, c'est beau. Si c'est en dessous, t'es quand même un peu content parce que ce sera jamais au-dessus, quoi. Donc ouais, ça c'est un peu malheureux. Mais par contre, dans le privé, je pense que c'est l'aspect un peu positif des paras, c'est ce coup de projecteur qu'il y a eu. Et maintenant, il y a même pas mal de sportifs
en situation de handicap, tu parlais d'Aerox, Ouais. justement, qui sont mis en avant. Je parlais de Théo Curin, là, je crois qu'il a fait 1 ou 2 Aerox. Il est mis aussi en avant dans ces disciplines. Donc il y a un peu de médiatisation aussi autour de ça, et qu'on avait, je trouve, pas avant. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est plutôt cool parce que voilà, on n'est plus. Il y a encore ce côté clivant, hein, on dit d'un côté, les valides de l'autre, mais je trouve qu'on est un petit peu dans une tendance où ça évolue petit à petit, où on essaie de casser, briser un peu les barrières, parce que c'est quand même malheureux de se dire, bah voilà, tu sais, alors dans certains cas, forcément, bah, tu dois être dans une catégorie et toi dans une autre catégorie, mais c'est normal. Mais par contre, on casse un petit peu, je trouve, ces codes, et ça, c'est en termes d'image, de communication, je trouve que ça, c'est plutôt positif. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Ça, c'est cool, et il faudrait que ça continue encore sur cette lancée. De là, un jour, avoir les JO où on n'aura qu'une flamme, ça serait beau, mais d'avoir une flamme qui représente les JO et les paras, et on pourrait jamais avoir un seul même événement, mais ce serait beau d'avoir un jour une image commune, quoi, à ces JO et ces paras, et d'avoir, alors pas un seul même événement, parce qu'on sait bien que ce serait pas possible, mais d'avoir vraiment un moment donné de l'événement où tu as une flamme commune, quoi, avec un représentant des paras, un représentant des JO, et ça serait cool, quoi. Mais là, j'ai ressenti vraiment un vrai engouement pour les Paralympiques des JO de Paris 2024. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de diffusion télé mondiale. Beaucoup de monde en parlait et tout, ça, c'est quand même j'avais été super. impressionné à l'époque justement de l'engouement qu'il y a eu quand même autour des Paralympiques. Non, mais parce qu'en fait, on revient toujours au sujet médias, c'est qu'en réalité, les médias en parlent de plus en plus. Mathieu Lartaud, qui a eu un grave accident, et du coup, il a fait un défilé de mode que de personnes en situation de handicap. Ça s'est passé aux médias. Et les gens ont plus de facilité aussi à se montrer, à montrer leur handicap, à en parler. Donc, ça se démocratise. Tu regardes des émissions de sport, on parle de plus en plus aussi des personnes en situation de handicap, on en parle des performances. C'est pour ça que je pense que oui, aujourd'hui, les Jeux 2024 ont quand même permis de pouvoir mettre en avant un peu plus les paras et de plus médiatiser. Ça, c'est une réalité. On l'a vu même sur la cérémonie d'ouverture des paras, où on y était, nous, et il y avait un truc qui était plutôt cool, c'est que certes, les JO, les paras, c'est le sport, mais il y avait plein d'artistes amputés, chanteurs, etc., qui étaient en situation de handicap. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, mais cette cérémonie d'ouverture a été juste merveilleuse, parce que, en fait, les JO et les paras, c'est pas que du sport, finalement, c'est une inclusion, c'est tout le monde, même valeur, les valeurs du sport. C'est pas que le sport, finalement, c'est plein de choses, c'est pas que la performance. Et ça, c'est trop beau, quoi, d'avoir ce côté tous ensemble autour d'un moment de fête, etc. Et ça, c'était beau, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'était beau. Alors, certes, il y a pas mal de choses qui sont l'après-JO, l'après-para, qui sont pas super. Même pour les valides, malheureusement. Voilà, c'est ça, il y a un petit peu une déception sur l'héritage, mais finalement, sur le coup de projecteur qu'il y a eu, je pense qu'on a toujours encore les effets. Et je pense que ça va durer encore longtemps. J'espère jusqu'au prochain jeu. Ouais. Où Thibaut sera. Nous, on sera là et on sera en VIP. Il nous a dit ça. C'est enregistré. On y sera. Prochain JO. Merci. Donc là, on va gentiment arriver à la fin du podcast. J'aimerais juste que rapidement, si vous pouviez faire passer un message au grand public, aux institutions jeunes athlètes handi, ce serait quoi ? Pour les jeunes athlètes ou pour ceux qui croient en leur projet, foncez en fait. Comme on l'a dit, il y a eu pas mal de choses un peu négatives, c'est-à-dire que c'est compliqué, on recherche des fonds, etc. Mais je pense que Thibaut, c'est un bon exemple, c'est que derrière, il s'est donné les moyens, et il a une histoire qui a fait que ça n'a pas forcément été facile à un moment donné de sa vie. Et aujourd'hui, regardez où il en est. Je parle pour lui, je lui ai peut-être grillé son discours, mais juste que moi, ne le connaissant pas avant, croyez en vos rêves, foncez. Même si c'est pas facile, dans tous les cas, que vous soyez valide ou en situation de handicap, ce sera pas facile. Donc foncez, et je pense que même si vous allez passer par différentes barrières, différents obstacles, et qu'on n'est peut-être pas forcément les plus aidés, il faut croire en ses rêves, et c'est merveilleux, quoi, d'arriver au résultat, quoi, que vous gagnez ou pas, finalement, c'est tout le chemin, c'est toute l'aventure, tout le chemin que vous allez parcourir, et ça, vous en sortirez plus grand, plus fort, et vous accepterez peut-être encore plus. Par exemple, si vous acceptez pas très bien le handicap au début, je pense que le sport peut être un bon vecteur pour se dire en fait, maintenant, ok, je m'en fiche, je regarde les autres, je m'en fiche, voilà, allez, maintenant, voilà. On y va. On y va, on fonce, et roule, quoi.
Thibaut? Ouais, rien n'est impossible. C'est que vous soyez en situation de handicap ou non. Aujourd'hui, le sport, c'est quand même c'est quelque chose qui est très très important pour pouvoir se reconstruire, pour se dépenser, pour avoir aussi une vie sociale. En fait, c'est sûr qu'il y aura des périodes qui seront plus compliquées quand on est une personne en situation de handicap, mais au contraire, il faut continuer à avancer. On a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour nous accompagner. Même si ça peut coûter de l'argent, on peut quand même trouver des solutions, comme tu l'as aussi parlé, avec des associations, avec des entreprises. Donc en fait, faut pas hésiter en fait à aller de l'avant, à continuer à avoir des projets, et encore d'autant plus dans le sport. Et non, il faut surtout pas hésiter, continuer à charbonner. Et puis je pense que les réseaux sociaux peuvent nous permettre aussi de nos jours de pouvoir communiquer, échanger. Moi, j'ai aussi pas mal de réseaux autour de moi avec des gens qui sont en situation de handicap, avec qui on peut essayer d'échanger et communiquer. Donc, faut pas hésiter à leur en parler et à pouvoir essayer d'échanger avec eux pour essayer d'échanger et pour trouver des solutions, surtout si on est des personnes comme moi et qu'on a des projets qui nous permettront d'avancer, quoi. Merci à tous les deux. Merci à toi pour Où l'invitation. est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux? Sur nos réseaux, Insta, je pense tous les deux. Moi, mon Insta perso, c'est Julien Segretin ou Koa, agence Koa. On le mettra en description Super. pour les Instagram. Et puis moi, c'est thibaut.para.aviron. Voilà. Donc, merci encore à tous les deux. Merci à toi. Merci, et puis on peut te suivre aussi. Hein. Ouais. SBM Coaching. Ouais, c'est important parce que voilà. Mais moi, on me verra souvent, donc un peu moins problématique. Voilà. Et pour tout le monde, du coup, on se retrouve dimanche prochain sur Récup Active.